Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, exercice pour l'épisode 2 de Vector dans l'espace. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un document format PDF et puis un lien vers mon blog où j'ai placé les documents concernant les maths spécialités au mois d'octobre et des documents concernant les maths expertes au mois de septembre. Si vous appréciez mon travail, un like m'encourage, moi qui suis retraité. Exercice 1. ABCDEFGH est un cube d'arête 6. Les points IJKL sont les milieux respectifs des segments AB, BG, GE, EA. Le point M est le milieu du segment BF. Donc voici la configuration dans l'espace réalisée en perspective cavalière grâce au logiciel GeoGebra. Première question. Montrer que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme. Et deuxième question, justifier que JKL est un rectangle. On admet que les triangles ALI, BIJ, MJL sont rectangles respectivement. On a A, B et M. Voilà, l'idéal évidemment c'est de prendre une feuille, un crayon et essayer de traiter ces questions. Pour la question 1, je vous conseille d'essayer de démontrer que deux vecteurs bien choisis sont égaux pour montrer que IJKL est un programme. Et puis pour la deuxième question, utilisez des théorèmes de géométrie a priori bien connus. Correction, donc j'ai placé une figure où j'ai juste ajouté les segments AG et EB, on va voir pourquoi notamment. Donc on veut montrer que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme, et puis on sait que I est le milieu de AB, L est le milieu de AE, et donc la droite LI, qu'on appelle droite des milieux dans le triangle ABE, on devrait savoir par exemple que la longueur LI c'est la moitié de la longueur BE, et puis que LI est parallèle à BE, on peut aussi utiliser le théorème de Thalès. Et donc je vais m'appuyer sur le vecteur IL, je vais démontrer que c'est un demi du vecteur BE. Regardons les points J et K, qui sont les milieux respectifs de GB et GE, ce qui fait qu'en travaillant dans le triangle BEG, on va pouvoir démontrer que le vecteur JK associe un demi du vecteur BE pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Allons-y. Alors, le vecteur IL, on va dire que c'est le vecteur IA plus le vecteur L d'après la relation de Chasles. Alors, pourquoi être passé par le point A? C'est parce qu'on sait que, notamment, les points IL sont les milieux des segments AB et AE, ce qui fait que le point A intervient beaucoup, donc voilà. Le vecteur IA, on va le remplacer par exemple par le vecteur 1,5 du vecteur BA, puisque I est le milieu de AB. Le vecteur L, on va le remplacer par 1,5 du vecteur AE, puisque L est le milieu du segment AE. Évidemment, il y a d'autres choix possibles, mais ici, ce choix nous paraît intéressant, d'une part parce qu'on peut mettre 1,5 en facteur, et d'autre part parce que IL, le vecteur IL étant 1,5 du vecteur BA plus AE, vecteur BA plus vecteur AE, c'est bien le vecteur BE. Et donc, vecteur IL égale 1,5 du vecteur BE, grâce à la relation de Chasles. Pour le vecteur JK, un chemin dans la figure qu'on va prendre, c'est en cassant le vecteur JK en passant par le point G, puisque les points J et K sont les milieux de GB et GE. Donc le point G intervient un peu fréquemment. Donc le vecteur JK, ça sera 1,5 du vecteur BG, plus 1,5 du vecteur GE, puisque le vecteur JG, c'est 1,5 du vecteur BG, et le vecteur GK, c'est 1,5 du vecteur GE. On s'appuie sur la figure. GK, le vecteur, c'est 1,5 du vecteur GE, GJ, c'est 1,5 du vecteur GB, et en fait GK, c'est 1,5 du vecteur GE plutôt. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon. Et puis JG, c'est plutôt 1,5 du vecteur BG pour pouvoir faire apparaître le point G en deuxième position dans le premier vecteur et en première position dans le deuxième, ce qui nous permettra d'appliquer la relation de Chasles. Donc JK
vecteur JK égale 1,5 de vecteur BG plus 1,5 de vecteur GE. En plaçant un demi en facteur, on va trouver que le vecteur JK, c'est 1,5 de vecteur BG plus GE. Et d'après la relation de Chasles, on va obtenir que le vecteur JK, c'est 1,5 de vecteur BE. Alors, comme les deux vecteurs IL et IJK sont égaux au vecteur 1,5 de vecteur BE, les vecteurs IJK sont égaux et donc IJKL est bien parallélographe. Deuxième question, justifier que IJKL est un rectangle. On admet que les triangles ALI, BIJ, MJL sont rectangles respectivement ABM. Alors, on va regarder quand même pourquoi. Donc, avec la figure et les exogébras, ici j'ai ajouté les triangles ALI, BIJ et GLM. Bon, pour le triangle ALI, il est clair qu'il est rectangle en A, hein. Il est même isocèle en A, puisque AL c'est la moitié de AE, ça fait donc AL égale 3, AI c'est la moitié de AB, donc AI égale 3. Pour le triangle IBJ, bon, il y aurait des théorèmes de géométrie dans l'espace qui n'ont pas été vus, comme c'était fait autrefois en classe de seconde, donc je vais pas trop insister. En fait, la droite IB est orthogonale à la droite BC, la droite IB est orthogonale à la droite BF, et donc la droite IB est orthogonale à toute droite du plan FBC. Et puis pour le triangle LMJ, L et M étant les milieux de AE et BF, on va pouvoir dire que LM est parallèle à EF. M et J étant les milieux de BF et BG, MJ est parallèle à G, et comme il y a un angle droit en F dans le triangle FG, il y aura un angle droit en M dans le triangle LMJ. Bon, c'était surtout pour refaire un peu de géométrie classique, revoir certaines choses. Le triangle ALI, on a dit qu'il était rectangle isocèle en A, et dans un triangle rectangle isocèle, l'hypoténuse, qui est ici IL, est égal à l'un des côtés qui mène à l'angle droit, j'ai pris AI multiplié par racine carrée de 2, ce qui nous donne 3 racines carrées de 2. Alors si on ne veut pas utiliser le fait que l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle, c'est racine carrée de 2 fois le côté, on peut toujours utiliser le théorème direct de Pythagore dans ce triangle ALI rectangle en A. Le triangle BIJ est rectangle en B, donc d'après le théorème direct de Pythagore, on va pouvoir dire que IJ carré égale IB carré plus BJ carré. Donc IJ carré égale IB carré plus 1/2 de BG, le tout au carré. Donc IJ carré égale IB carré plus 1/4 de BG carré. Maintenant, on va évaluer les longueurs IB, on sait que c'est égal à 3. La longueur BG, eh bien BG, c'est l'hypoténuse dans le triangle rectangle BFG, qui est aussi isocèle en F, et donc ça nous donne le côté fois racine de 2. IJ carré égale 3 au carré, plus 1/4 de 6 racine carrée de 2 au carré. Alors 6 racine carrée de 2 au carré, ça va nous donner 6 au carré multiplié par 2, c'est-à-dire 72, multiplié par 1/4, ça donne 18. Et donc IJ carré égale 9 plus 18, donc IJ carré égale 27, donc IJ égale racine carrée de 27. Et on va obtenir IJ égale 3 racine carrée de 3 si on veut que le nombre sous le radical soit plus petit, puisque 27 c'est 9 fois 3, et que 9 est le carré de 3. Pour le triangle MJL rectangle en M, d'après le théorème direct de Pythagore, on peut dire que LJ carré égale LM carré plus MJ carré. Donc LJ au carré est égal à 6 au carré plus 3 au carré. Donc LJ carré égale 36 plus 9, c'est-à-dire 45. 45 c'est 9 fois 5, 9 c'est le carré de 3, donc on va pouvoir dire que LJ qui est égal à racine carrée de 45 est aussi égal à 3 racine carrée de 5. Alors pour démontrer maintenant que le triangle LJ est rectangle en I, nous allons utiliser le théorème réciproque de Pythagore. On va évaluer LI carré plus IJ carré, c'est-à-dire 3 racines carrées de 2 au carré plus 3 racines carrées de 3 au carré. En fait, c'est 18 plus 27, donc 45.
Et l'i carré, on l'avait calculé, hein, et l'i carré, c'était... non, on l'avait pas calculé, donc 9 fois 2, 18, bon. Et puis j carré, ça avait été calculé, c'était 27. Donc on va obtenir l'i carré plus ij carré égale lj carré. Donc d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle LIJ rectangle en I. Puisque IJKL est un parallélogramme, d'après la première question, et que on vient de montrer que la droite LI est orthogonale à la droite IJ, en travaillant par exemple dans le plan IJKL. Donc IJKL est un rectangle. Alors on peut se faire une remarque, c'est que si on prend les deux côtés consécutifs IJ et IL, ils sont pas égaux, hein, avec GeoGebra qui donne des valeurs approchées, on doit en être convaincu, mais de toute façon, IJ carré vaut 27, et puis IL carré vaut 18. Voilà. Donc la figure réalisée avec GeoGebra, hein, pour voilà, l'avantage d'un logiciel, c'est parfois d'essayer de tourner un peu la figure pour remarquer que BIJ, par exemple, semble bien rectangle en B. Alors LMJ, c'est peut-être moins évident, mais bon, voilà, LMJ, bon. Et puis, dans la figure de droite, il y a une vue du plan P. Alors, le plan P, c'est le plan qui contient, par exemple, les points IJK. Et le logiciel nous indique que IJKL a bien un angle droit en I, et que les longueurs IL et IJ ne sont pas les mêmes. Exercice 2. ABCD est un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Le point I est le milieu du segment BC, le point J est le milieu du segment CD, le point G est défini par vecteur DG égale 2 tiers du vecteur DI, le point F est défini par vecteur BF égale moins 1,5 du vecteur BA, et puis le point E est défini par vecteur AE égale 3,5 du vecteur AG. Donc les hypothèses ici sont très importantes, on pourra les utiliser au fur et à mesure des questions. Alors une figure réalisée avec GeoGebra, avec ABCD, I est mieux de BC, J est mieux de CD, le point G est défini par vecteur DG égale 2 tiers du vecteur DI, le point F est défini par BF égale moins 1,5 de BA, et puis le point E, à vecteur AE, c'est 3,5 du vecteur AG. Question 1. Exprimer le vecteur EF comme combinaison linéaire des vecteurs DB et DC. Bon. Question 2. Que peut-on déduire au sujet de la droite EF et du plan BCD? Bon, si on regarde la figure, vecteur EF et le plan BCD, soit EF est parallèle au plan BCD, soit EF coupe le plan BCD en un point, d'après le cours, on verra. Et question 3, montrer que le quadrilatère EFBJ est un parallélogramme. Donc EFBJ, bon, ça semble légitime. Feuille, stylo, on cherche, c'est l'idéal, si vous pouvez. Une correction avec la figure qui a été donnée, sauf que j'ai ajouté le quadrilatère FJB, puisqu'on nous dit de vérifier que c'est un parallélogramme. On peut le conjecturer en tout cas. Donc la question 1, exprimer le vecteur F comme combinaison linéaire des vecteurs DB et DC. Alors quand on regarde le vecteur EF, évidemment on va le casser avec la relation de Chat. Alors quel chemin va-t-on prendre? Alors pour deviner un chemin qui soit à peu près légitime, on regarde un peu les données d'énoncé, les hypothèses, et on sait que le vecteur AE c'est 3,5 du vecteur AG, le vecteur BF moins 1,5 du vecteur BA, le point A apparaît souvent, on a envie de casser le vecteur EF en passant par le point A, et donc on va dire que le vecteur EF c'est le vecteur A plus le vecteur F. Alors en utilisant évidemment les hypothèses, le vecteur EA c'est l'opposé du vecteur AE, donc on va pouvoir dire que le vecteur EA c'est 3,5 du vecteur GA. Et puis le vecteur AF,
Alors, on l'a pas tout à fait avec l'hypothèse, alors on pourrait le trouver en décomposant par exemple BF, le vecteur BF en vecteur BA plus vecteur AF, et on trouverait le vecteur AF en fonction du vecteur AB, mais j'ai envie de vous dire avec la figure et puis un peu de réflexion, comme on sait que le vecteur BF c'est moins 1,5 du vecteur BA, le vecteur AF ça va être 3,5 du vecteur AB, ce que j'ai utilisé directement. Donc le vecteur EF c'est 3,5 de vecteur GA plus 3,5 du vecteur AB, on va placer 3,5 en facteur de vecteur GA plus vecteur AB, ce qui fait que le vecteur EF en fait c'est 3,5 du vecteur GB. EF est 3,5 du vecteur GB, ce qui veut dire que les vecteurs EF et GB sont collinaires. D'ailleurs de même sens, puisque le coefficient est strictement positif, 3,5, donc en fait, FBGE c'est un trapèze de base FE et BG, donc la droite EF va être parallèle à la droite BG, et cette droite BG c'est une droite du plan BCD, donc la droite EF va certainement être parallèle au plan BCD, ce qu'on démontrera à la deuxième question d'une autre façon. On poursuit le calcul puisque nous, on veut EF en fonction de DB et DC. Et pour l'instant, on a EF en fonction de GB. Alors évidemment, on va faire apparaître le point D, c'est légitime. Donc vecteur EF, c'est 3,5 du vecteur GD plus DB, en utilisant la relation de Chasles. Et dans l'énoncé, on lui dit que le vecteur DG, c'est 2/3 du vecteur DI, ce qui fait que le vecteur GD, c'est moins 2/3 du vecteur DI. Donc, vecteur F, c'est 3,5 facteur de moins 2/3 du vecteur DI plus vecteur DB. On va développer, ce qui fait que le vecteur EF, c'est moins vecteur DI plus 3,5 du vecteur DB. Alors, on a fait apparaître le vecteur DB, il nous manque le vecteur DC. Et puis, on a le vecteur DI dont on ne veut plus dans le résultat. Alors, il faut s'intéresser au point I, évidemment. Et le point I, c'est le milieu du segment BC. Et comme on l'a dit dans une précédente vidéo, dans ce cas-là, le vecteur DI, c'est la moitié de vecteur DB plus vecteur DC. Parce que I est le milieu de BC. Et donc, on obtient que vecteur EF, c'est moins 1,5 du vecteur DB plus vecteur DC plus 3,5 du vecteur DB. On va développer. Vecteur EF égale moins 1,5 du vecteur DB moins 1,5 du vecteur DC plus 3,5 du vecteur DB. Et on obtient ainsi que le vecteur F, c'est vecteur DB moins 1,5 du vecteur DC, puisque 3,5 du vecteur DB moins 1,5 du vecteur DB, ça fait 2,5 du vecteur DB, ça fait bien le vecteur DB. Voilà. On a écrit le vecteur F comme combinaison linéaire des vecteurs DB-DC. Question 2, que peut-on déduire au sujet de la droite EF et du plan BCD? Eh bien, on sait que les vecteurs DB et DC ne sont pas collinaires, puisque les points DBC ne sont pas alignés, puisque BCD est une face du tétraèdre. Donc, on peut dire que le couple vecteur DB et vecteur DC est une direction du plan BCD, ou bien dire que c'est un couple de vecteurs directeurs du plan BCD, ou bien de dire que c'est une base du plan BCD. Alors nous, on sait que le vecteur EF, c'est vecteur DB moins 1,5 du vecteur DC, donc d'après le cours, on peut dire que les vecteurs EF, DB, DC sont coplanaires. Et toujours d'après le cours, ça veut dire que la droite EF est parallèle au plan BCD. Donc la petite remarque que je vous ai mise, c'est ce que j'ai dit oralement tout à l'heure, le vecteur EF est égal à 3,5 du vecteur GB, donc les vecteurs EF et GB sont collinaires, donc la droite EF est parallèle à la droite GB, et justement la droite GB, c'est une droite du plan BCD. Donc d'après la définition du cours, la droite EF est parallèle au plan BCD. Question 3, montrer que le quadrilatère EFBG est un parallélogramme. Alors on va reprendre l'expression du vecteur EF, puisque ici, il s'agit d'essayer de démontrer, par exemple, que le vecteur F est égal au vecteur JB. Alors, vecteur F égale vecteur DB moins 1,5 du vecteur DC. Alors, on sait que le point J est le milieu du segment CD. Et donc, le vecteur 1,5 du vecteur DC, c'est en fait le vecteur DJ.
Donc vecteur F égale vecteur DB moins vecteur DJ, ce qu'on appelle aussi ici, on va pouvoir utiliser la relation de Chasles avec une soustraction. Je vais l'éviter en disant que le vecteur moins DJ, c'est le vecteur JD, on va le placer en première position et on va placer DB en deuxième position. Et ainsi, en utilisant la relation de Chasles, vecteur EF étant égal au vecteur JD plus vecteur DB, il sera égal au vecteur JB. Et donc le quadrilatère EFBJ est un parallélogramme. Petite figure réalisée dans le plan ABJ si on veut, ou ABE. Et on retrouve FBJE qui est un parallélogramme, BJEF qui est un trapèze de base EF et BG. La figure avec GeoGebra, qu'on peut essayer un peu déplacer pour essayer de, par exemple, constater qu'effectivement EF est bien parallèle à GB. Voilà, ici on pourrait presque avoir cette idée, EF parallèle à BG. Bon, de toute façon, avec une vue du plan contenant le quadrilatère Q1, ça doit être BFJ. On retrouve les choses. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. On est le 10 décembre 2024, 13h44. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.